in the medical domain, the applications are enormous. I don't quite know where to start. For example, this is not necessarily the biggest one, but just to begin with the picking up the motion of the human body, we did quite a lot of work on systems for use in the operating theatre, which is picking up the motions of the surgeon to manipulate medical imagery on the screen. The surgeon is scrubbed up so they cannot operate machinery in the normal way. A mouse and keyboard or something is not sterile, it's out of the question, but by using voice and gesture, they're able to manipulate images on the screen. But, I think that's just one tiny corner of medical uses. I suppose the big applications in machine learning of medical data is combining genetic data with phenotypical data and trying to codify automatically information from patient records, information from sort of medical quality instrumentation, but also information from informal instrumentation like Fitbits and mobile phones. And of course, the latter category I think is particularly interesting because although the quality of the instrumentation is lower, it is ubiquitous, it is always on, and the fact that it's imperfect presents delicious problems for people in statistics and machine learning to kind of make up for those imperfections. Oui, en fait, comme je l'ai dit très rapidement pendant mon exposé, je pense que, quand on me demande en général quelles vont être les deux applications qui vont avoir le plus grand impact sur la société à court et à moyen terme, ça va être les voitures qui se conduisent toutes seules et les applications médicales. Alors, évidemment, je ne vais pas apprendre à Nicolas Ayache en quoi consiste l'imagerie médicale, mais je pense qu'il y a une explosion de travaux sur les applications de l'apprentissage profond en imagerie médicale en ce moment, avec l'avantage que, donc l'inconvénient qu'il faut collecter beaucoup de données, bien sûr, mais ces données commencent à être disponibles. Donc les organismes qui commencent à avoir des résultats sur la question sont ceux qui ont en fait accès à des données. Ça rend la question très difficile pour des petites compagnies, mais plus simple pour soit des compagnies plus grandes déjà organisées, soit des compagnies qui sont déjà impliquées dans la téléradiologie et qui ont déjà accès aux données, soit dans des pays où l'organisation de la santé est telle que les données sont déjà collectées, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis par exemple. Donc il y a énormément d'applications dans l'imagerie médicale, ou en tout cas beaucoup d'espoir, en particulier dû au fait que les systèmes d'apprentissage profond peuvent en fait regarder une image tridimensionnelle, non pas par tranche, mais comme une image tridimensionnelle. Donc ça donne un avantage à la machine par rapport à l'humain qui doit regarder séquentiellement les couches à cause des limitations de nos systèmes visuels et de nos systèmes d'affichage. On a déjà assisté à des résultats assez impressionnants, très préliminaires, mais quand même assez impressionnants sur la détection de cancer de la peau, la détection de tumeurs dans certains tissus. Des entreprises qui ne sont pas traditionnellement dans le domaine de la santé, en fait, se sont lancées dans ce domaine-là à cause des opportunités, dans des compagnies comme NEC, par exemple, compagnie japonaise, qui travaille depuis déjà un certain temps sur, de manière pas très publique, mais sur la détection de tumeurs ou de cellules cancéreuses dans des images biologiques et médicales. Et puis, un nombre énorme de startups qui se créent, beaucoup d'articles du domaine académique. Ça a pris en fait pas mal de temps pour les gens de la médecine et les gens de l'apprentissage automatique de se réunir. Les premiers étant au départ sceptiques, les seconds, à partir du moment où les premiers n'étaient plus sceptiques, étaient occupés par la création d'entreprises et d'autres choses qui les rendaient un petit peu distraits. Donc ça va prendre un certain temps, mais je pense qu'il y a énormément d'opportunités et je suis sûr que vous êtes au courant de ça. Bon, par ailleurs, il y a effectivement ce que mentionnait Andrew sur la médecine personnalisée, sur l'interprétation de nouveaux capteurs. Donc, il y a des compagnies, par exemple, de radiologie qui ne se concentrent pas simplement sur le logiciel, mais qui aussi inventent de nouveaux types de capteurs à ultrasons, par exemple, dont l'interprétation serait difficile pour les humains, mais qui peuvent être traités par des machines. Et puis pour la médecine personnalisée, à partir de la génomique, il y a une quantité de travaux là-dessus assez impressionnante.
en particulier d'utilisation de réseaux profonds pour simuler la machinerie biochimique et qui fait la synthèse de protéines, la transcription en ARN, etc. Et qui permet en fait d'identifier non pas des SNPs, donc des mutations uniques qui causent des problèmes médicaux, mais des combinaisons de mutations en fait, qui ont des effets assez compliqués. Alors, j'ai donc Daniel Kaplan, Vincent Courtillot, Jean Salançon, tu avais une question tout à l'heure, Olivier Faugeras, et puis et Jean-François Bach. Voilà. Donc Daniel Kaplan. Oui, splendide séance. Pour commencer. Ma question concerne l'exposé d'Yann Lequin et l'apprentissage non supervisé. Il y a quelques années, j'entendais que si on voulait qu'une machine fasse justement par apprentissage non supervisé, acquiert ces choses qui sont naturelles pour l'homme, il fallait d'une certaine manière qu'elle ait un corps. C'est-à-dire que le système pour faire cet apprentissage supervisé, c'était quelque chose comme un robot humanoïde avec un ordinateur embarqué et relié. Est-ce que c'est toujours d'actualité, ça, ou non ? Alors c'est d'actualité, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la robotique, mais la nécessité d'un corps physique n'est pas du tout claire pour l'apprentissage, particulièrement pas pour l'apprentissage non supervisé. Il y a besoin d'une boucle d'action et de perception pour l'apprentissage par renforcement. Donc c'est le troisième type d'apprentissage que j'avais en tête du transparent. Donc l'apprentissage par renforcement est celui où la machine essaye quelque chose et ensuite reçoit une récompense ou une punition de la part de l'environnement ou de la part d'un entraîneur. Et c'est une forme d'apprentissage qui est extrêmement lente, c'est-à-dire qui requiert énormément d'essais pour arriver à un comportement complexe. Donc elle ne peut pas s'utiliser en isolation dans le monde réel. Elle peut s'utiliser en isolation, mais dans des mondes virtuels, c'est-à-dire dans des robots virtuels dans lesquels l'environnement est simulable sur un ordinateur entièrement. Et donc c'est un des modes d'apprentissage qui a été utilisé pour l'entraînement du système AlphaGo de DeepMind qui joue au Go. Donc ce système en fait est pré-entraîné, c'est un réseau convolutif en fait au départ qui regarde l'échiquier de Go, le Goban, qui prédit qui était entraîné sur des parties préenregistrées jouées par des experts, donc qui est entraîné par imitation en fait, par apprentissage supervisé, à produire des coups qui sont a priori bons. Ensuite, la suite de ces coups est explorée par une méthode de recherche arborescente similaire à ce qu'on utilise pour les échecs, mais disons partielle, non exhaustive. Et la stratégie développée, donc les systèmes d'apprentissage qui choisissent quel coup prendre, s'auto-entraînent en jouant des parties contre lui-même. Donc la machine joue des millions de parties contre elle-même. Et par apprentissage par renforcement, quand une des instances de la machine gagne, on renforce la stratégie qu'elle a utilisée, etc. Donc ça, c'est possible, mais dans des environnements virtuels. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la robotique qui, en fait, simulent les robots dans des environnements virtuels, ce qui permet de faire tourner l'environnement plus rapidement que le temps réel. Donc, Vincent Courtillot. As a geoscientist, for an incompetent person, I would like to thank very much the four speakers for, I think, one of the most remarkable sets of presentations we've had in a long time. However, I've been trying to think how I would define simply the words deep learning, which all four of you used, and I'm not sure I can do that. So I would appreciate if I had a clear, short, rigorous definition of what I should tell people deep learning is. Ok. Devrais-je répondre en français ou en anglais? Comme vous voulez. En français, je réponds en français. C'est un petit peu difficile à cerner pour cette définition, mais il y a deux définitions possibles. La première qui est très matérielle. On l'appelle apprentissage profond parce que les machines qui sont entraînées par ce procédé sont constituées de plusieurs couches. Donc c'est profond parce qu'il y a plusieurs couches. C'est aussi simple que ça.
La deuxième est peut-être un petit peu plus conceptuelle, mais probablement plus utile, est le fait que la machine apprend non seulement à classifier des objets, donc par exemple des images ou de la parole, mais apprend aussi à représenter le monde, c'est-à-dire à construire les bonnes représentations internes qui vont lui permettre de faire ces classifications. Donc il y a l'apprentissage simultané d'une tâche, mais aussi d'une représentation qui est d'une certaine manière relativement indépendante de la tâche. Ça, c'est un problème général qui dépasse l'apprentissage profond. Donc il se peut que dans 5-10 ans, on trouve d'autres méthodes que l'apprentissage profond strictement compris comme il est à l'heure actuelle pour permettre d'apprendre des représentations. En fait, le congrès principal mondial qui se concentre sur l'apprentissage profond s'appelle le congrès international d'apprentissage de représentation. Il ne s'appelle pas apprentissage profond. Il se tiendra d'ailleurs en France, à Toulon, fin avril 2017, cette année. Jean Salançon, une question courte. Ma question est caduque, elle a eu sa réponse. Olivier Faugeras. Okay, so I will ask my question to you, Karl-Heinz, if I may. Some of these detailed simulations that you perform, can they be used to better understand some of the neurological disease like Alzheimer or Parkinson and maybe help cure them? Well, I mean, that is, of course, one of the goals we have for the Human Brain Project. And I would say this will only work once the networks that we simulate have, first of all, a certain size, so that it really makes sense to replicate neurological diseases. Then, of course, you would have to, at least in some of the neurons, simulate biochemical processes. That is what really happens on the molecular level. Of course, that can be done in what we call multi-scale simulations, where we have very large networks that even interact with the outside world in a closed loop. So you have a network that somehow performs a certain task. And then, if you have at least on part of the neurons simulated biochemical processes, you can try to interact with the biochemistry. You can simulate pharmaceutical substances and then see how the performance changes. And that may lead to some increased understanding of brain diseases, but clearly this is not the case at the moment. But it's one of the long-term goals. Jean-François Bach, pour la dernière question. Ma question, en fait, je l'avais posée juste après les deux premières questions sur la médecine et la santé. Il y a un domaine de l'intelligence artificielle qui avait été mis en avant il y a déjà assez longtemps, qui est l'aide au diagnostic. Et je ne vois pas trop, je n'ai pas entendu beaucoup de conférences, d'exposés sur ce sujet, me donnant l'impression que peut-être il n'y a pas eu autant de progrès qu'on l'espérait à ce moment-là. Et c'est pourtant un sujet important parce qu'il y a beaucoup d'erreurs médicales qui sont commises dans différentes disciplines, particulièrement bien sûr en médecine générale où le sujet est très difficile. Et on devrait pouvoir profiter de l'intelligence artificielle pour améliorer les diagnostics. Alors bien sûr, rien ne remplacera jamais le jugement d'un médecin. Bien sûr, c'est compliqué à utiliser au quotidien, mais néanmoins, cela devrait être important. C'est un peu différent de la médecine personnalisée. C'est plutôt le diagnostic et même le choix des traitements. Où en est-on dans ce domaine ? Bon, il y a eu effectivement beaucoup de travaux sur la question dans les années 80-90. En fait, c'est un des domaines qui a justifié des travaux sur ce qu'on appelle les modèles graphiques probabilistes, avec des contributeurs comme David Ackerman et Eric Horvitz qui, à l'époque, ont développé ce qu'on appelait des systèmes experts dans lesquels les règles sont écrites à la main et qui, de manière probabiliste, examinent des symptômes et déduisent des syndromes ou des diagnostics. Enfin, il y a eu quelques applications des réseaux de neurones aussi sur ce genre de choses. En fait, j'avais même travaillé là-dessus pendant ma thèse de doctorat. Ça remonte à assez loin, à la fin des années 80. Plus récemment, les gens se sont réintéressés à la question en utilisant des techniques, une combinaison de techniques, donc de réseaux de neurones d'apprentissage profond, mais plus des techniques de traitement de la langue naturelle. Donc, par exemple, pour le diagnostic de l'oncologie ou pour le
la marche à suivre pour le traitement d'un cancer. Il est parfois assez difficile de connaître toutes les publications sur la question, toutes les dernières publications sur la question, et d'intégrer ça dans une situation qui soit adaptée aux patients. Donc plusieurs travaux académiques sur la question, et puis il y a surtout une grosse industrie, particulièrement autour de IBM, pour lequel c'est une des grosses applications de leur produit Watson, qui construit des bases de données médicales à partir de textes, soit de textes médicaux, de livres, d'articles, et puis qui sont compilés ensuite sous forme de bases de connaissances et utilisés par des systèmes à base de règles, mais qui combinent un petit peu aussi d'apprentissage automatique de façon un peu plus moderne. Je pense que ce domaine est en fait appelé à un futur un peu plus brillant, particulièrement pour l'interprétation de tests médicaux. Pour l'instant, l'interprétation de tests, par exemple, la détection de certaines maladies infectieuses, sont faites de manière à ce qu'une personne puisse dire positivement ou négativement, avec une certaine probabilité, si la personne est infectée. Mais ce sont des règles qui sont très simplifiées par rapport à ce qu'on pourrait faire en utilisant une panoplie de tests divers, et qui probablement donnerait un diagnostic plus précis en utilisant les méthodes d'apprentissage automatique. Ce n'est pas encore extrêmement développé. Pour la raison principale, je pense, le blocage principal de ça, c'est l'accès aux données, tout simplement. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile d'obtenir des données médicales à cause des questions de données privées, naturellement. Et donc c'est difficile pour les gens qui auraient les méthodes d'accéder aux données qui leur permettraient de faire des progrès sur la question. Bien, on va arrêter la discussion ici. J'aimerais simplement conclure en 3 points. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un développement extraordinaire dans ce domaine. Il y a un potentiel considérable aussi, que l'on voit à travers les questions et les réponses. Et puis il y a beaucoup à faire en associant des disciplines, et ça a été très bien illustré au cours de ces conférences, entre la biologie d'un côté, donc ça c'est la division 2 à l'Académie des sciences, et les sciences informatiques et celles de l'information, les mathématiques, qui sont de la division 1. Donc en tous les cas, voilà et puis la médecine, donc aussi division 2. Donc pour conclure, je voudrais aussi remercier les organisateurs, parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Ils nous ont fait venir les meilleurs conférenciers du domaine aujourd'hui, et on a une séance effectivement mémorable. Donc les organisateurs qui sont Claude Bérou, Olivier Faugeras, Patrick Flandrin et Stéphane Mallat. Et puis remercier les conférenciers qui nous ont fait des synthèses remarquables. Merci beaucoup et à bientôt.